Ladies and gentlemen, after some technical interferences, I'm very pleased to welcome you today to the Sigmund Freud Lecture 2021. After 51 years, as in the previous year, it's unfortunately not possible to welcome you on site at the origin of psychoanalysis in Vienna at Berggasse 19. However, digital communication strategies, which have improved over the past year, open up the possibility of worldwide networking with you all as our audience. So a small, one might say, delegation of the Freud Museum greets you warmly from Vienna, from the Library of Psychoanalysis, in the meanwhile, the largest library of its kind in Europe. Here are Jennifer Friedlander, our Fulbright Fellow researcher, and Henry Cripps, Jane Wolfe-Bernstein, the chair of our advisory board, and Daniela Finzi, our scientific director, who will be moderating the Q&R at the end, and our staff members, Johanna Frey and Nora Haas, who will assist us with technology today. I will then turn the floor over to our advisory board member, Victor Marzin, to St. Petersburg, and he will give a brief introduction to the work of Colette Soler, and then we will switch to Paris, to the renowned psychoanalyst and Lacanian Colette Soler. Dear Dr. Soler, it's a very special honor and pleasure for us all that you have accepted our invitation, and we are looking forward to your lecture with great interest and excitement, because your topic, psychoanalysis and politics, has, especially in the recent years, increasingly become the focus of social and thus also psychoanalytical debates. On one hand, in these discussions, psychoanalysis is brought into focus as a method of investigation. And on the other hand, it itself is becoming the object of questioning. And now, in order to get as quickly as possible to the actual occasion of our being here and there, just a few more technical details about the course of coming 1.5 hours, we think. After Victor Marzin's introduction and Colette Soler's talk, you will have the possibility to ask and leave questions and messages for Colette Soler. There's a button on the bottom of your screen. It's called A and F, what means Q&R in English. And my colleague Daniela will administrate the QR at the end. So I think I mentioned that before. And on the top of your screen on the right side, you can choose the view that allows you to see simultaneously on the left side of your screen, I think, the translation in English and German made by Rita Bohl. And on the left side, Colette Soler. And for all our French-speaking guests, there's also a gray line in the middle of these two parts, so you can minimize the translation and enlarge the video with Colette Soler. So I wish you now a very pleasant and interesting late afternoon and evening, and pass over the word to Victor to St. Petersburg. Thank you very much for your patience. Thank you very much, Monica. Good evening, ladies and gentlemen. I'm sure it's a very, very good evening. In St. Petersburg, it's already an evening. And it'll be great because we have a very special guest with us tonight. Thank you, my colleagues, for the opportunity to send my words from St. Petersburg to the city of Sigmund Freud, Vienna, and to the city of Jacques Lacan, Paris. It is a great honor for me to introduce Dr. Colette Soler on the occasion of Sigmund Freud's birthday.
Um, Freud was born 165 years ago, and we psychoanalysts keep on working today along the path laid by him. Dr. Colette Soler is a practicing analyst. She also gives seminars and teaches psychoanalysis since mid of 1970s. Before psychoanalysis, she studied philosophy and psychopathology. She is a founder of the School of the Forums of the Lacanian field, established already in 21st century in 2001. Dr. Colette Soler is an author of numerous books and articles. Some titles of her books will give you an impression of what Dr. Colette Soler is working through in the field of psychoanalysis. Here are the titles of 4 books published in English. What Lacan Said About Women, Lacan, The Unconsciousness Reinvented, Lacanian Affects, The Function of Affects in Lacanian Work, Lacan Reading Joys. All 4 books are on Lacan and his most complex theories of language, affects, and sexual differences. As a writer, Dr. Colette Soler is very attentive to the words, and this is already a lesson in psychoanalysis, which might be called a discipline of translation. The texts written by Dr. Colette Soler are of great clinical importance. As I mentioned already, Dr. Colette Soler is a practicing psychoanalyst. She was trained by Jacques Lacan himself. It is well known that the main clinical phenomenon in psychoanalysis is transference, and the transference always takes time of psychoanalysis. When Lacan speaks about the transferential time, he means logical time, and Dr. Soler adds, what we call the clinical level is at the same time a logical level. Thus, psychoanalysis is not only ethics and dialectics, but also logic. In psychoanalysis, we deal with human subjects, and Dr. Soler analyzes the relations between 2 subjects, Cartesian and Freudian. She emphasizes that there is a complete opposition between the 2. And again, Dr. Colette Soler takes a clinical point of view in terms of this difference. There are 2 dispositions of the subject in analysis. The first one, the cogito of the patient, is I'm suffering, therefore I am. In other words, the subject of affect is the one who is in analytical treatment. And the second disposition, the patient is not a subject of certainty, it is a subject of a doubt. Certainty is situated on the side of the analyst, who is in the position of the subject who supposedly knows. This position is prescribed to the analyst by the patient. The patient speaks about how she or he suffered and brings her and his symptoms. There is no any subject without a symptom. And Dr. Colette Soler reads the notion of symptom meticulously. Symptom has at least 2 different aspects. It is a message, and it conceals jouissance, which is satisfaction of a drive. Jouissance is in English enjoyment, but usually, due to the rich connotations in French, we leave these words untranslatable. Jouissance, as Colette Soler once said, is a Lacanian word for Freudian libido. This substance, this pain and pleasure, is beyond pleasure principle, and it maintains subject's affection to her or his symptom. Dr. Colette Soler also explained in details how exactly it is possible that speech and symptom are translatable. Moreover, it is of great importance nowadays in clinical work as well as in social work to understand in what ways jouissance works. The main question in psychoanalysis is, if to say in Colette Soler's words, how the asubstantial subject of speech is linked with the only substance, that is, with jouissance. To my mind, we are already talking about politics and psychoanalysis, which is in itself as a subject a very complex knot.
We are all living in capitalist culture, as Freud would call it, or in Lacanian terms, we live in capitalist discourse. Lacan articulates this discourse on Freud and Marx. Symptom was invented, according to Lacan, not by Hippocrates but by Marx, and the private symptom is always already social one. Speaking about symptoms, today we ought to keep on analyzing, first of all, the politics of jouissance, in analysis as well as in this framework of capitalistic dispositive with its exploitation of libido. As humans, we always take a specific stance in the discourse. According to the Lacanian theory of four discourses, we are always already enter social relations from a specific point of view. There is no any neutral, non-political disposition. The most obvious link between psychoanalysis and politics is sex, sexuality. Sex is always already political. It is enough to look through the history of 20th and 21st centuries to see it. The country where I live might be a very good example. Every time the new rulers take the power, the first thing they do, they change the sexual politics. The human subject is always already a subject of ideology, of culture, of politics. Unconsciousness is political. It is a production formation of relations with the big other. There are many crossroads between psychoanalysis and politics, and it is a time now follow the path of Dr. Colette Soler. Thank you very much. Je ne sais pas si je dois commencer dès maintenant. Voilà. Est-ce qu'on m'entend? Oui, madame, on vous entend, allez-y. Donc, je commence. Allez-y, s'il vous plaît. Entendu, merci. Alors, d'abord, je veux remercier, bien sûr, toute l'équipe du musée, du Freud Museum pour cette invitation et aussi Victor Mazine de nous avoir fait cette présentation depuis Saint-Pétersbourg, dont je lui suis reconnaissante. Je vais donc parler de la psychanalyse et le politique, du moins une petite partie de cette vaste question. Il est exclu qu'un psychanalyste ne soit pas concerné par la politique, pas la politique factuelle au jour le jour, mais la politique en tant qu'elle est l'art des finalités et des moyens, si on veut. Freud et Lacan s'y sont d'ailleurs intéressés de près et ont même tous deux construit, à partir de ce que la psychanalyse leur enseignait, une théorie de l'organisation sociale, des liens qui y fonctionnent et de la gouvernance qui y légifère à tous les niveaux, celui du travail, mais aussi celui que l'on appelait autrefois les mœurs, soit ce mélange d'habitudes et d'idéaux
qui règle l'hygiène des pratiques de corps, les plus intimes autant que leurs relations policées. De ce fait, chaque événement traumatique, guerre ou pandémie, est une nouvelle interpellation pour les psychanalystes. Ce fut un vaste débat tout au long du siècle dernier entre les sciences dites sociales et le freudisme. Il s'agissait au fond de savoir si ce qui motive les actions humaines est la même chose au niveau collectif et au niveau individuel, deux niveaux que l'on oppose volontiers. Et pourtant, du collectif de la politique à l'individuel apparent de la psychanalyse, n'y a-t-il pas en commun le souci des liens sociaux? Autrement dit, le souci de ce qui permet aux humains de vivre ensemble, de faire société ou de faire couple. Cependant, la question n'est pas simple, car il y a d'un côté ce que le politique peut faire à la psychanalyse, dès lors que la psychanalyse suppose un consentement social. Et en retour, le problème de l'incidence que la psychanalyse peut avoir dans la cité. Je dis d'abord quelques mots sur la politique de la psychanalyse. Lacan, le premier à utiliser le terme politique de la psychanalyse, il dit aussi éthique, pour désigner les finalités que vise la direction de chaque psychanalyse. Le terme y est approprié, puisque Freud lui-même a bien aperçu ce souci commun du lien social dans les trois disciplines qu'il qualifiait d'impossibles: gouverner, éduquer et psychanalyser. Et pourquoi le serait-elle si ce n'est que l'humain comporte de l'immaîtrisable? Vous remarquez, je dis la psychanalyse au singulier, car en dépit des conflits doctrinaux et de la babel des langues, il y a une unité de la psychanalyse. Elle n'est pas idéologique, elle est pratique et freudienne. Elle tient au procédé inventé par Freud. La parole de l'un s'y libère de ses censures pour aller vers sa vérité. Celle de l'autre, l'analyste, se réduit à l'interprétation, un dire qui désigne mais qui ne dit rien de l'émetteur. La puissance de ce procédé dépasse ceux qui y entrent. Et c'est si vrai qu'ils n'y atteindront rien d'autre que ce que les effets de la parole et du langage permettront. Et ce sera occasion pour eux d'en vérifier en quelque sorte la part de réel, à savoir ce qui y est impossible et ce qui y est obligé. Alors la politique que nous disons de la psychanalyse est ainsi interne à son champ, propre à son discours. Y sont en jeu ses finalités spécifiques et disons ce qu'elle peut promettre concrètement à chacun de ceux qui font le choix de s'y engager pour résoudre les incommodités de leurs symptômes. Cette politique n'est cependant pas unitaire. Le procédé freudien par lequel toute psychanalyse signifie définit le champ, mais ne fait cependant pas l'unité des orientations politiques en son sein. Elle ne va notamment pas, ou plutôt elle n'est pas allée historiquement, jusqu'à unifier les conceptions du solde final d'une analyse.
quant à ce qu'il est possible d'en obtenir au terme dans les deux grands domaines où les impasses de l'inconscient se manifestent, à savoir le travail et l'amour sexué. Dans la politique au sens large, en revanche, il s'agit toujours d'agencer des liens qui permettent aux individus divers de voisiner de façon réglée, plus ou moins pacifique. Le discours assure cette fonction par la voie de l'éducation d'abord, avec ou sans religion, et des institutions ensuite, au premier rang desquelles l'école. Dans tous les cas, il s'agit de plier les corps à des pratiques reçues, corporection, dit Lacan, et de transmettre au sujet des idéaux, des valeurs qui s'imposent collectivement. C'est ainsi, par exemple, que l'histoire comporte des épisodes où les humains peuvent choisir de mourir plutôt que de vivre couché, dit le proverbe. Vivre couché. On mesure là le poids des métaphores corporelles et on sait combien Freud a spéculé sur la verticalité de l'homme. Pas de politique qui ne soit normativante, et quand elle échoue, eh bien la police prend le relais, c'est connu. Pas de civilisation sans police. La politique travaille toujours, le politique travaille toujours pour la norme explicite ou implicite. Or, ce n'est pas le cas de la psychanalyse. Quoiqu'elle ne travaille pas non plus pour le contraire de la norme. Simplement, s'appliquant au ressort des conduites humaines, à la causalité, elle a affaire à ce qui limite l'empire des normes et c'est toujours une irréductible singularité, pas intransigeance, singularité. En quoi analyser, ce n'est pas éduquer, et une psychanalyse n'est pas une orthopédie. C'est d'ailleurs bien pourquoi Freud a pu proférer que gouverner et éduquer sont autant qu'analyser des professions impossibles. Elles le sont en effet, puisque chacune y opère sur un champ dont elle n'est pas maître, où elle rencontre, pour cause d'inconscient, les désirs, les pulsions, les jouissances indomptables. La barre prise sur ce réel n'est jamais que partielle. Profession impossible donc, mais la psychanalyse se distingue d'y ajouter la recherche de la cause inconsciente propre à chacun. Dans le mouvement du champ lacanien où je travaille, le traumatisme du Covid-19, parce que c'en est un, a produit chez les psychanalystes, après un moment de stupeur, comme un éveil, un sentiment d'urgence. Urgence de penser à nouveau leur place et leur fonction dans les nouvelles conditions extérieures. Cette préoccupation a d'ailleurs traversé tout le siècle dernier de la psychanalyse, une fois passé l'enthousiasme combatif des débuts. Quelle chance la gouvernance du collectif de la société laisse-t-il au discours de la psychanalyse? Ce discours, il a cette caractéristique, contrairement à tous les autres, que on ne s'y engage que par choix. Dès lors, impossible pour lui d'ignorer l'état des mentalités que façonne le politique. Il lui faut un diagnostic actualisé pour savoir où son époque l'entraîne. Et c'est la question que je pose à notre époque, sur laquelle je m'arrête aujourd'hui et à laquelle je vais me limiter. On l'a constaté avec le Covid, un grand cri s'est élevé dans les médias. Il dit « Désormais, rien ne sera plus jamais pareil ». Mais pareil à quoi ? La pandémie n'est-elle pas déjà arrivée dans un monde déjà nouveau ? Freud appartient à ce que Stefan Zweig a si joliment appelé le monde d'hier.
Ce sont essentiellement les deux grandes guerres et les bonds galopants des sciences qui ont accouché de celui d'aujourd'hui, sur le décombre des espoirs mis dans l'homme nouveau au XXe siècle. Ce monde passé, c'était encore, pour le dire en condensé, le règne du un majuscule du maître. Pour Freud, celui-ci se nomme le père, aussi bien dans le collectif que pour l'individu. Voir à ce sujet Psychologie collective et analyse du moi, où il démontre que les désirs, les exigences, les pulsions des masses humaines qui assaillent les politiques sont les mêmes que celles de chaque sujet pris un par un. D'un bout à l'autre, ils sont commandés par leur rapport au père-maître. Ainsi, pour Freud, le chef politique de l'armée, de l'Église, de l'État, sera pour chaque membre de la foule ce que le père édipien est pour l'enfant, à savoir un objet libidinal idéalisé, prêtant à identification et condensant des affects d'amour et de haine aussi ambivalents que puissants. À quoi il faut ajouter que ce même amour enfantin pour le père fonde horizontalement la solidarité des membres du groupe et même la fraternité animée par l'idéal de justice au prix de la ségrégation, il est vrai, Freud l'a souligné. Avec Totem et Tabou et son mythe du meurtre du surmâle, ce orang-outan possesseur de toutes les femmes, Freud met l'amour posthume pour le père au principe du ciment social entre les hommes, au sens sexué du terme cette fois, au principe aussi de la relation possible de chacun à l'autre sexe. Quant à Moïse et le monothéisme, texte immense sans doute, il met au fond encore le père, mais cette fois un père moins viscéral, au principe de ce que je pourrais appeler une politique de raison. Freud parlait là d'une société ordonnée par ce que Lacan a formalisé comme le discours du maître, un ordre hiérarchisé où le lien de discours supposait un terme maître commandant à l'autre. Le père chef de la famille commande à la troupe familiale de la femme et des enfants, comme autrefois le maître commandait aux esclaves et comme le chef d'armée et d'église commande aux soldats et aux fidèles. Aujourd'hui, cet ordre du maître n'est plus hégémonique, contrebattu qu'il est de toutes parts par la fragmentation des liens sociaux et de nouvelles exigences égalitaires. Elle réclame désormais que l'égalité de droit, la parité elle déclare plus que l'égalité de droit, la parité de fait. Grand mot d'ordre actuel, la parité de fait. Notre capitalisme financier, qui n'est plus celui de Marx, est lui indifférent à tout, sauf au profit, son unique idéal. Du coup, les individus s'y réduisent à leur statut d'organes producteurs, consommateurs, qui font tourner la machine. Leurs amours, leurs pulsions, leurs jouissances lui indiffèrent, et il n'offre à tous que ces produits, que Lacan nomme ces gadgets, à consommer, puis à jeter pour d'autres à produire. De petits plus de jouir, dit Lacan, par analogie avec la plus-value de Marx. Ainsi, le capitalisme défait-il les liens traditionnels, laissant à nu les corps prolétaires au sens antique du terme, soit sans lien social. Il met ainsi à ciel ouvert ce que les ordres discursifs, et spécifiquement celui du maître, masquaient et que l'on ne peut plus ignorer avec Freud, à savoir que les désirs sexuels qui rapprochent les corps ne font pas rapport entre leurs jouissances. Celles-ci, gouvernées par les inconscients,
reste toujours narcissiquement celle des pulsions. Cette thèse vient de Freud, mais c'est Lacan qui a condensé la découverte dans la fameuse formule « il n'y a pas de rapport sexuel, il y a de l'un, et même de l'un tout seul. The one alone ». Dans le discours d'aujourd'hui, ces jouissances polymorphes sont toutes également recevables, alors que le discours du maître les stigmatisait comme pathologie. Voyez Krafft-Ebing avec sa psychopathia sexualis et Havelock Ellis. Pour eux, toutes les pratiques et modalités de jouissance qui n'étaient pas liées à l'acte sexuel hétéro s'appelaient perversion et étaient pensées comme transgression de la norme hétéro, l'homosexualité en premier lieu. Il fut d'ailleurs un temps, pas si loin, où ces dites perversions elles-mêmes se revendiquaient comme subversives. Pensez à Oscar Wilde. C'est terminé avec la valeur parité. Dans le lien social capitaliste, la sexualité mononormée a fait long feu et on voit toutes les formes de jouissance s'étaler au grand jour et revendiquer une légalisation. Elles veulent sortir de la discrimination, comme elles disent, être reconnues, avoir droit de citer. Les assignations à un sexe sont elles-mêmes contestées d'ailleurs, c'est connu. Et le consentement social suit, attesté qu'il est par les évolutions de la législation. Le 1 unifiant du maître qui permettait à chacun de marcher du même pas en cadence est en crise. Et sur le plan sexuel, le 1 du père, modèle d'hétérosexualité, ne l'est pas moins. Aujourd'hui, ce qui règne, c'est partout le 1 différentiel, en syntonie avec l'idéal démocratique d'ailleurs. D'où la contestation qui monte de tous les 1 majuscules unifiants, celui de l'État, celui des partis politiques auxquels on oppose la société civile, celui de la démocratie représentative aussi. On veut bien voter, mais ensuite on conteste l'autorité et les décisions des élus, etc. Il semble que même la science s'avance sur la ruine du 1 majuscule. La physique a eu sa voie royale avec la gravitation universelle, Newton et sa formule, puis Einstein et ses successeurs. Et aujourd'hui, dans ses suites, il semble bien qu'il n'y ait plus de voie royale avant de voie royale, même en physique. De même pour la biologie, elle a eu son signifiant maître, je crois, avec le génome, avant de se fragmenter en spécialités selon les parties de corps éparses que l'on n'a sans doute pas encore toutes répertoriées. Dans cette conjoncture des 1 proliférants, il y a toujours certes des espaces où règnent les discours hiérarchisants, mais il ne subsiste ces discours qu'en ce que j'appelle des cellules elles-mêmes éparses, plus ou moins étanches, qui voisinent et revendiquent la priorité. Le collectif, au sens de la cohésion, est donc en déclin. Il subsiste plutôt comme simple multiplicité, voisinage des 1 irréductiblement différentiels. C'est vrai dans l'individualisme forcené de notre temps, mais ça ne l'est pas moins vu de la psychanalyse. Il n'y a que des épars désassortis, dit Lacan. C'est un diagnostic des différences inscrites dans les corps et les subjectivités, différences de désir et de symptômes de jouissance, qui fait limite et contrepoids à l'universalisme anonymisant de la science. Lacan, qui a émergé au milieu du siècle dernier, n'était déjà plus du temps de Freud. Et il s'est employé, à partir des années 70, justement au moment du grand ébranlement des révoltes anti-maîtres et anti-autorité,
à penser à nouveau les liens sociaux. Dans la psychanalyse, il a alors cru reconnaître un discours envers du discours du maître. Oui, c'était plausible dans l'ordre libidinal que ce dernier imposait à tous. La psychanalyse assurait la prise en considération des vérités singulières auxquelles les inconscients président un par un. Mais à défaut de cet ordre du maître, désormais, la psychanalyse n'est plus l'envers du multiple des gadgetisés que nous sommes, puisqu'elle aussi se dévoue au un par un. Elle en est plutôt le contraire, puisque ces uns, à elle, sont ceux des singularités de désir et de jouissance. Et dès lors, sa fonction devient plutôt une fonction de compensation. Poumon artificiel, disait Lacan en 1973, dans un monde d'homogénéisation irrespirable. La métaphore de la respiration tombe bien pour mesurer ce que le virus fait apparaître de plus, car lui qui fait mourir d'étouffement est un grand révélateur dans la conjoncture que je viens d'évoquer, mais qui l'a précédée. L'impérialisme, ce que j'appelle l'impérialisme mondial de la Covid, semble bien assurer un retour dans le réel du un unifiant. Avec ce virus, nul ne peut rester indifférent à ce qui se passe au bout du monde. Et voilà reconstituée une cause commune, bien révélatrice d'une nouvelle donne, jusque-là encore peu lisible. Je situe cette nouvelle donne de 3 termes. Un signifiant maître absolutisé, un autre sujet supposé savoir et un hygiénisme nouvelle manière. La situation créée par la Covid-19 m'a confirmé dans une hypothèse que j'avais faite il y a déjà quelque temps, quand j'ai eu à parler de psychanalyse et politique, déjà devant la Chambre des députés de Rome en 2018. Si on regarde ce qu'est pour le large public, depuis le début du XXe siècle, le message essentiel de la psychanalyse, l'accent fut d'abord sur le sens sexuel, plus largement sur les symptômes du sexe. Et c'est ce qui a été contesté en premier du temps de Freud, avant que ça ne passe ensuite dans la doxa. L'inconscient est lui-même venu en second dans l'opinion. Cependant, Freud en est venu à autre chose à partir de 1920. Il en est venu à la notion d'un trauma sexuel générique, pour tous donc, que Lacan a conçu comme résultant de notre naissance au langage et aux effets de la langue. Il serait aisé de montrer que cette malédiction sur le sexe est en grande partie passée dans l'opinion, du moins là où la psychanalyse s'affirme. Mais aujourd'hui, d'autres angoisses que les angoisses du trauma sexuel universel sont au zénith social de notre époque. Elles sont provoquées par un autre réel, global, qui concerne les menaces sur la vie même, avec les inquiétudes écologiques, le réchauffement climatique, la nécessité d'y parer sans y parvenir, et la crainte de ne pas pouvoir nourrir les humains, et pour les individus, la crainte de ne pas subvenir à leurs besoins. Ce sont des angoisses solidaires de tous les discours sur la fin annoncée de la survie de l'humanité et la mise en échec de son autoconservation possible. Les récits d'Apocalypse ont certes toujours existé, mais cette fois ils viennent d'ailleurs que des prophètes de Dieu et ne sont plus le fait seulement de quelques illuminés.
Dans ce contexte de discours, il est probable qu'un basculement des urgences existentielles admises collectivement est en cours et qu'il va vers un objectif dominant, prioritaire, voire unique, vivre, la bio-urgence. Vivre à tout prix, puisque la vie est menacée de toutes parts par le climat, les précarités économiques et les catastrophes que génère le capitalisme. Dès lors, le rapport à la mort a changé de sens. Fini, au moins dans notre monde occidental, fini le temps où on pouvait mourir pour la patrie, pour des idées, pour des raisons sans lesquelles la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Désormais, c'est la vie toute nue qui vaut la peine comme valeur première. Et dans le là de tout ce qui se profère, on ne croit plus guère à la mort justifiée ou justifiable. L'espace des héroïsmes et des lâchetés s'en trouve évidemment remanié. Parer à la mort, n'est-ce pas désormais l'urgence principale, spectaculairement activée dans le collectif par la pandémie? Du coup, le signifiant maître qu'est la mort s'en trouve pourvu d'une force renouvelée. Je me souvenais à ce sujet de l'exemple de l'oubli de mots Signorelli dans la psychopathologie de la vie quotidienne de Freud, car on y trouve le contre-exemple d'un homme pour qui il y a plus important, il le dit, que la vie même, et c'est sa puissance sexuelle, objet même de la psychanalyse, n'est-ce pas? Des deux grands types de pulsions distingués par Freud au début, les pulsions d'autoconservation et les sexuelles, les premières reprennent tellement le dessus qu'elles me paraissent relativiser un peu celles du sexe. Elles ne les suppriment pas, évidemment, mais elles changent leur poids dans les économies subjectives. D'autant que la dite révolution sexuelle ayant eu lieu autour de 68, au moins en Europe, on sait déjà qu'elle ne promet pas grand-chose de plus en matière d'amour sexué. Que reste-t-il aujourd'hui de la revendication qui tenait dans l'expression « jouir sans entrave » et de la protestation contre la répression des mœurs? Celles-ci se sont spectaculairement desserrées sans changer les limitations en question. Et c'est comme si l'époque avait pris acte. Le thème n'est plus d'actualité dans le discours, et au-delà même de la dénormativation du sexe, une autre exigence est montante, le libre choix de l'identité, pas seulement sociale mais sexuelle, contre les verdicts des normes discursives. Et libre à chacun désormais de se l'inventer son identité sexuelle. C'est sur l'imminence possible de la mort de soi et des proches que le discours commun sonne désormais le tocsin. Et sur les décombres des grandes causes du XXe siècle, chacun de se questionner désormais, on entend ça dans la psychanalyse, sur la gestion de sa vie, sur ce qu'il va en faire, avec qui et combien de temps, et quelles sont les armes qu'on lui a données pour se faire, etc. Ce n'est pas seulement de l'individualisme égoïste, hein, ça va même fort bien avec des dévouements divers, mais c'est que la vie, quelles que soient ses couleurs, devient la valeur dominante. Je pourrais presque dire le capital dominant quand on n'a plus rien d'autre à défendre. Sans cela, le confinement n'eût pas été possible. En fait, un ordre a été lancé. Fondé ou pas n'est pas la question. Une voix a dit « rentrez chez vous ». Et partout, en même temps, pas en même temps, mais avec des différences.
Bolsonaro n'est assurément pas Macron et Trump n'est pas Merkel. Mais finalement, l'ordre est passé et tous se sont soumis. Soumission volontaire. Nuance cependant, le tous n'est qu'une large majorité. Nous sommes en démocratie et il y a encore des rebelles. Et la soumission n'est que semi-volontaire, car pour les récalcitrants potentiels, la police veille. Une voix commande et l'autre, corps et sujet obéit. C'est la structure même de l'hypnose, mise à jour en 1921 par Freud. Il faut alors se demander quel est l'hypnotiseur. Dans ce cas, c'est assez clair. Les gouvernants parlent, c'est la voix du pouvoir politique, mais ils parlent au nom d'une autre voix, celle du savoir médical. L'épisode Covid est bien fait pour avérer que la médecine scientifique est devenue le sujet supposé savoir globalisé de notre temps. Ceci malgré ses controverses internes, car il ne s'agit pas de la science réelle avec ses pans d'ignorance et ses débats, ce sujet, mais de l'idée de la science avec une majuscule. C'est l'idée de la science qu'est le sujet supposé savoir. C'est parce que nous le croyons, ce sujet science supposé savoir, que l'obéissance à l'ordre paraît justifiée et que nul n'en vient à penser qu'elle relève de la servitude volontaire, celle que nous dénonçons en cas d'obéissance à un maître quelconque, Führer, petit père des peuples ou père de famille. Agamben, le philosophe italien, a raison d'employer le mot religion de la médecine. C'est le sujet supposé savoir de notre temps. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le sujet supposé savoir est une figure de Dieu, n'est-ce pas? Descartes l'invoque, Blaise Pascal l'a dit, Einstein le reprend. C'est dû, ce nouveau sujet supposé savoir, particulièrement à l'explosion des avancées de la biologie ces 50 dernières années. Une science qui ne forclôt pas moins le sujet que la physique, en excluant de sa considération tout ce qui n'est pas pour tous. Pourtant, elle concerne les sujets de beaucoup plus près que la physique, puisqu'elle s'occupe des appareils de l'organisme qui assurent vie, santé, maladie, jouissance et surtout mort. Un savoir qui séduit le maître politique, puisque l'État finance. Désormais, ce sont le cerveau, les gènes, les hormones qui sont supposés commander à nos affects, conduites et même à ce que la psychanalyse nomme symptômes, à ce qu'autrefois on aurait appelé nos états d'âme. Mais nous n'avons plus d'âme, nous avons un génome, des neurones, des hormones, et nous nous sentons HS, hors service, avec les câbles qui se croisent, et c'est dans nos gènes. Pas étonnant dès lors de voir que les appareils d'État suivent, que l'université chasse les psychanalystes, du moins en Europe, et que la santé mentale veut des hôpitaux rentables comme des entreprises. Pas de doute pour moi, dans l'événement confinement, ce qui a fondé l'efficace de la voix qui disait « restez chez vous », voix du maître politique appuyée sur la médecine scientifique, c'est le transfert généralisé, ou presque, car il y a encore des récalcitrants, à cette médecine qui ne prend sa force libidinale que du signifiant maître absolu qu'est désormais la mort. Restez chez vous, sinon. C'est bien normal, me direz-vous? Eh bien non, puisqu'il n'en a pas été toujours ainsi. Il y a eu le temps des vrais maîtres, où on affrontait la mort, parfois gaiement, sur son ordre. Et bien avant, pensez à l'Antigone de Sophocle. La mort n'est pas pour elle un signifiant maître absolu, il y a plus fort, l'inscription dans la généalogie qui suppose la sépulture. Aujourd'hui encore, on peut ne pas vouloir vivre à tout prix et ne pas prendre la survie pour objectif premier.
Évidemment, ce n'est pas un choix si fréquent, ce n'est pas celui de la majorité en tout cas. Ce changement-là manifeste ce qui a cheminé dans les profondeurs du goût, comme dit Lacan, soit ce qui agite, ce qui se meut dans l'informulé des mentalités et qui décide des options existentielles de chaque époque. Goût, c'est mieux que mentalité, car ça commence avec la bouche, ça part du corps, de ses besoins vitaux comme de ses plaisirs érotiques, et ça concerne tous les aspects de la vie, depuis la perception de ce qui se voit, s'entend, jusqu'aux valeurs les plus intimes. Ça part du corps, mais ça n'en vient pas moins du discours. Et il semble bien qu'au programme des goûts d'aujourd'hui, un autre trauma, source d'angoisse, se soit ajouté à celui du sexe. Ces angoisses vont vers un nouvel hygiénisme généralisé, pseudo-universalisant et fondé sur la peur. L'hygiénisme a été sinistrement illustré par le nazisme, mais sous une forme spécifique, puisqu'il était réservé à la race supérieure, les Aryens, dont il fallait cultiver les corps beaux et sains, tandis que parallèlement, l'eugénisme devait venir à bout des autres, les dits dégénérés, les juifs, les tziganes et les homosexuels. L'hygiénisme d'aujourd'hui est de tout autre genre. Il est démocratique et bienveillant. Il veut la bonne santé, la vie saine, la longévité pour tous, et il va de pair avec la lutte contre la pollution et la défense de la planète. Il n'a pas commencé avec le coronavirus. Ces mots d'ordre circulent assez aimablement depuis longtemps déjà, sous la forme de tous ces bons conseils pour le quotidien qui nous disent de manger bien, dormir suffisamment, ne pas succomber à des excès qui tuent, fumer, boire pour vivre bien vieux, voire plus dans certains lieux. Il est bien clair que l'urgence prioritaire y est la survie individuelle et collective. Alors je vais conclure, je crois que nous en sommes là. Comment la psychanalyse ne serait-elle pas concernée? C'est une vague de fond à reconnaître sans incriminer les individus, au sein de laquelle la psychanalyse se distingue encore, et peut-être plus que jamais, car si elle travaille elle aussi pour le un par un, ce sont des uns de singularité, chacun sans pareil. Il y a plus, cependant. Dans la psychanalyse, il y a la dimension épistémique. Sans désir de savoir, pas de psychanalyse. Il suffit de suivre la démarche de Freud au temps de son invention de l'inconscient pour en prendre la mesure. L'homme avec un inconscient n'est plus celui des siècles de philosophie morale qui ont précédé. Il est devenu sujet divisé et c'est moins flatteur. Il ne s'agit pourtant pas de savoir, du même savoir que celui de la science, dans ce désir de savoir. Dans ce dernier, du savoir de la science, on attend les retombées de pourvoir au niveau collectif, avancées techniques et parfois progrès, comme on dit. Une analyse peut certes être didactique, et elle l'est de fait. L'analysant en est enseigné, mais le savoir acquis ne fait guère promesse d'un pouvoir accru. Toute la question est alors de savoir si les bio-urgences, les angoisses de la survie de notre époque laissent beaucoup de chance à cette orientation éthique de la psychanalyse qui suppose le désir de savoir. D'autant que pour ce qui est des promesses, la religion veille toujours. Voilà, je vous remercie. Thank you so much, Colette, for this very instructive and inspiring lecture. If we would be now together in Vienna, there would be some moments or minutes of applause. Thank you, everybody, for your attention.
we will now start with the Q&A. We will do it in English. So you can send via chat your questions. We will choose and moderate them from here, and then Colette will answer. And we said you would do it in English, but if there is any problem, I can also try to translate a little bit. Okay, I have a look at the questions. There are some first questions in French. One moment, please. Okay, there are questions by Patrick Sigwald, psychanalyst Parisien. And there is, I will try to translate and resume. He says, what can you tell us, given your diagnostic on our society, what is the impact of the politic on our practice as clinics, as psychoanalysts? Que pouvez-nous dire de l'impact du politique, votre diagnostic sur la société, sur votre pratique clinique et inversement? Yes, I have developed this theme a lot this year specifically. It seems to me that, as I said, the first consequence for the psychoanalyst is that it would be crazy as we listen someone saying denounce the contemporary subject. We listen to it sometimes. Some psychoanalysts who say that the subject of capitalism is not at all, not more able to enter in analysis. I think that it's just the contrary. I think that this opposition, I can say, between the common discourse and the psychoanalytic discourse makes the responsibility of the analyst greater. Because no one never came near an analyst asking truly for a psychoanalysis. And you can remember that the hysterical of Freud have no intention of doing an analysis when they came in the consultory of Freud. And it is always the analyst which is responsible to make, emerge, to produce the demand which permit to enter in an analysis. So it's a great clinical consequences. And it's the reason for which I spoke a lot this year about the problem of entering in an analysis. The first meeting, not the end. The end is also very important, sure, but there is no end if there is no enter. It's more or less what I can say with my difficulty with speaking English. No, thank you so much, and your English is great, really.
I have received another question by Victor, who says, I will read it in English. In one of your articles, you write, quote, conformity to the social order is sometimes compatible with psychosis, not always, but sometimes, end of quote. It seems like conformity is also very much compatible with perversion when a subject serves to the other by bringing him jouissance. Are there different ways of conformity, or is it very difficult sometimes to discern perversion and psychosis? Yes. This idea of that the conformity with the standard behavior, the common behavior, is compatible with psychosis is an old idea in psychoanalysis. It was a notion implies when Ellen Dutch was speaking about what she called the as if, les comme si. As if, yeah. As if. That is to say, people who are, we can say, hyper normal. Everything's all right, as the others, until a day when something happened which reveals that in the core of the normality, there was no one. So the idea of the compatibility between psychosis and conformity is easy to understand. About perversion, the definition of a subject divided, it is a subject divided in, I can say, in two parts. One part is conform, is adapted with the norms of the discourse. But there is what in all the time was called privacy, intimity. There is a part which is, we can say, more singular. So between norm, between the nucleus normative, comment dirais, normativisé, normativized, and the part, the singular part determined by unconscious, there is generally a division. And the as if of Ellen Dutch are subject in which we don't check this division. Perversion is more difficult to evoke here because we have a difficulty with what we called perversion. Classically, and during at least one decenny, Lacan spoke about psychosis, neurosis, perversion as clinical structure of the subject. But after, as you know, following Freud, and when he spoke more about the register of jouissance, he spoke of the perversion of jouissance, which is not a structural diagnosis, which is for everyone, which means that the jouissance is always the polymorphic jouissance of drives. And so when we speak
about compatibility between perversion and norm, is difficult to know what we are speaking about. It seems to me that the norm, the sexual norm, doesn't prevent of the perversion of jouissance. And here we can underline that Freud discovered the perversion of jouissance in the old time, in which the norms, the sexual norms, were very rigid. And so it's proof, if I can say, that the perversion of jouissance is more than compatible with the norm. And if we speak about pervert jouissance, which is a position respect the other, the big other and the little other, they are, comment on dit, I don't know how to translate a French expression, ils sont comme poissons dans l'eau. They are very at ease in the discourse of the norm. They are useful for them in their way to produce anxiety in the other. Well, it's what I can say. Thank you, Colette. There is one question coming from the United States. In the time of a crisis of racism and violence against unarmed Black men. And the question is, if you see that there is a link between the COVID crisis and the crisis of the Black Lives Matter movement and the violence, the racist violence of our time. So how you see yes. Actually, I don't think there is a link between the crisis and the racism against the Black in United States and in any part in the world and the COVID. But there is just that COVID has not the same consequences in the life of everyone. It's something which was very said in France during the first moment of the pandemic. The people who belongs to the comment on dit, les classes privilégiées, with the privileged class, were less in difficulty than the people, the poor people with works not secure, with a little flat, with no possibility to see doctors and so on. And it's something verified that the COVID is mondial, we can say universal, but has not the same effect on everyone. But it is not the COVID who produces more racism. I don't think so. Okay. I'll go on with the questions. There is also a lot of very positive commentaries like, thank you so much for the lecture. There is one question, one person who would like to ask you to go back to your final words. If you think that
these times we are living today leave little space for the ethical proposal of psychoanalysis, or the other way around? Is there hope in psychoanalysis to provide a different perspective, a way out of this global hypnosis? Sure. I said psychoanalysis is more necessary than que jamais, than ever. Except that psychoanalysis is a discourse you need to choose. You don't choose the common discourse in which you are living. You can choose the place where you live. But when you choose a place, you are obliged to take on account the common discourse. Psychoanalysis is a discourse you choose, is an option. So psychoanalysis needs, I can say a word, I hope it won't produce a misunderstanding. Psychoanalysis needs to explain the promise, what she can produce herself, that the common discourse doesn't produce. The word I have in mind, psychoanalysis, is in the position of seducing the subject to permit them to approach the Freudian technique. But I think that when a psychoanalysis, we work about it this year in our community, about the urgencies of psychoanalysis. I think that when a psychoanalysis develops itself correctly, at the end, the subject is satisfied. He says this of Lacan from the beginning to the end. The subject is satisfied. Even, he said, perhaps you know, in United States, when the subject is heureux, how do you say heureux? The subject happy, it's enough to produce a subject happy. What does it mean? A subject happy to live, even if its life is difficult. You can be happy to live even when your life is difficult. So I think psychoanalysis can always make this promise. Yeah. But it's supposed a subject disposed to make the work, the effort. Sure. Thank you for this answer. I'm now reading a question of Henry Grips, who is in the same room than me. He says, or he writes, because of COVID, you say that all suffer, and it comes with the imperative, all should be healthy. What is the nature of this all? Is it the partout, the not all, pas tous, pardon, not all? Or is it the all that comes from exclusion? This is very different. These are very different politically. How do you see the relevance of this psychic and political difference? Je n'ai pas compris la question. Je ne comprends pas la question. The question was. Je ne la vois pas écrite. C'est à droite, sur le c'est dans le dernier tiers du. Le dernier tiers. Comment s'appelle la personne?
Henry Cripps. Ah oui, je vois. All suffer and it's come with... No. I didn't say that the suffering produced by the COVID comes with the imperative all should be healthy. I said the contrary. I said that the imperative all should be healthy was previous, and that COVID was just a revelator, reveals this. Alors, what is the nature? Bon, the not all has nothing to do with this question. When I say all suffer, I mean it's the all is not the all in the logical definition. It's the all in the sense of a generality. Even I will hesitate to use the term universal here. Is not the all of the universal, logical universal. Tous souffrent. It is when you when you say tous sont malades. It's just a totality of a series of ones. So it's not something logically necessary to elaborate. Okay. I would like to continue with another question. And you can observe that the not all, I say that the not all has nothing to do here. You can check that the COVID is for men, for women, and for people from, we can say they belong to the not all, the logical not all, or the logical all of the formula of the sexuation. The COVID doesn't know this logical distinction. The COVID knows just the 111 of the organism. Every organism. Any organism. So there is a question which fits well here, Jennifer Friedlander, with this emphasis now on life, which you describe, which, as you describe, dominates the present moment. How would you characterize the current status of our jouissance beyond the pleasure principle? So, j'ai pas compris. Avec cette accentuation sur la vie et la survie que vous avez décrit, oui. Comment on pourrait caractériser les statuts actuels de la jouissance au-delà du principe du plaisir? Mais ce que Freud appelle jouissance, c'est un autre nom pour l'au-delà du principe de plaisir. Et c'est pour ça que Victor, at the beginning, has underlined the fact that jouissance is a word very difficult. Yeah. Very difficult to use, to translate, obviously, but to use, because jouissance is not pleasure, is more near suffering, sometime. And when Lacan, we read the text, the Freudian text,
au-delà du principe de plaisir, he uses the word jouissance to designate this au-delà. So the question was, how, given the fact that there is so much emphasis on life and oui, would this affect or change our jouissance? Oui, okay. I understood at the end. Okay. Is a question pertinent, sure, because we can say that the special kind of éprouvé, comment on dit, the special kind, I have to change my sentence. My sentence. I can say jouissance is not something that works for life. Jouissance is something, at the contrary, which is able to go beyond the protection of the life. This is not a recent discovery that even when we speak outside of psychoanalysis, when we speak of drives, people who have strong drives, impossible to stop, and even drive that put a menace on the life, on the. So, jouissance doesn't work for la survie. Jouissance is able to go against the condition of survey. By definition. Yeah. It is why Lacan can say that any drives is au-delà du principe de plaisir. Yeah. There is another important question. I read it in French. It came in French, and I will then try to translate it. Comment le désir de savoir de la psychanalyse peut aider à changer le pouvoir absolu du savoir du discours de la science? So, how can the desire of knowing, of psychoanalysis, can help to change the absolute power du discours scientifique qui est devenu, of the scientific discourse which became the new subject supposed savoir to know, as we have heard before. I don't think that psychoanalysis can change the kind of knowledge coming from science, specifically biology. But as I say, psychoanalysis takes advantage of the fact that the subjects are divided. And despite the fact that anyone is grasped by the promise of biology, nevertheless, they are not all subjects, but they are subjects which has a desire of knowledge, a desire of knowing not just what is for everyone as a science, but
a desire to know something about what is singular, about themselves, is not similar to any other. So the desire of knowledge exists. He is not the same visibility of the desire of not the same visibility of the knowledge of science, sure, but Lacan developed the hypothesis that one, psychoanalysis appears after science, it's a fact, and his thesis is that without the scientific knowledge, psychoanalysis wouldn't have been appeared, first. And secondly, that the desire of knowledge of the science triggered another desire of knowledge in some subject from which the psychoanalysis depends. So I answer your question is not that one desire of knowledge will change the other, but there is a division between the two, and so there is a space for the one who can choose the way of psychoanalysis. Thank you. I'm still having a look at the chat. There is a lot of, we could not answer every question, a lot of very positive comments. Maybe we will choose a very last question. And I'm just give me 1 minute to see, because some questions have been grouped together, and if there is something we haven't talked at all, this is. There is sorry, it's in different languages, and there is a lot. Sometimes it's okay. I will take this question without name. Here is written, somebody writes, I'm also wondering about the case of discourse of sexuology, which in recent years changed the term sex change to this term. No, I'm sorry, the question is not. Okay, so it's a question about what you said about diversity and here about transsexualized subject, but
isn't this adding a heavy being aware of? Can you help me to see the question here? I am. It's the anonymous. I am listening. Yeah. Okay. So the recent the change in the discourse within the last years, and which has been adapted by the medical discourse, has been adding a heavy subjective difficulty to be certain about one's sex, one's gender, and of the discordances between the two. And how would you see this? Is it something you can agree with? With what? That there is that it's getting much more difficult to have a certainty, to be certain about one's own sex and gender, given. You know that the uncertainty about sex was, comment on dit découvrir? Was discovered by Freud in a moment in which in the society no one was doubting about his or her own sex. In a moment in which in the common discourse it was so simple, there were men, there were women, and the perverse. And it is Freud which discovered in psychoanalysis that the subject with his own unconscious has no intimate certainty about its own sex. Now it's almost no, it has changed, it's sure. Now the common discourse admits what was not admitted in the time of Freud, admits that they are subject with a certainty about their sex, even a sex which is not the anatomical and legalized sex. Bon. But we can, with psychoanalysis, we can't say something for any transsexualized subject. We can say something about a subject who comes in analysis. Yeah. And there are few subjects in analysis, few transsexualized subjects in analysis, because a subject which is in the certainty of her own being doesn't ask for discovering her own being. In psychoanalysis, we asked for discovering our own being. Okay. Thank you for this answer. There's been other people saying thank you, and that they will think a lot of what you have been
telling them, and that's also what I would like say now. Thank you for sharing your thoughts and ideas on the position and the potential of psychoanalysis in a time of pandemics and in a time where the medical science has become the new master science and le signifiant du maître. I would now like to close the discussion, and I would like to say thank you for everybody who joined us, and would please stay with us. I would like to let the floor now, to hand over to Monica, our director. Audio. So, dear Colette, thank you very much. It was a very impressive and intense listening. I'm sure it was also maybe a little bit intense for you. And we are really very, very grateful for this, I think, very important impact you gave on our debates also in the near future. And I think it helps a little bit to reinvent ourselves, maybe as active and self-confident subjects. So I had the feeling it made something with me, and I'm sure with our audience. And yes, I thank you very much. Also, Victor, for your wonderful introduction, eloquent as always, introduction. Ladies and gentlemen, thank you very much for participating, for joining us, for being with us. And I hope we will see each other soon, hopefully in person, at the new renovated Freud Museum in Vienna. If not, at the next time, we will celebrate our 50th anniversary of the Sigmund Freud Museum on the 15th of June. So we will let you know if there's something, a chance to meet. Dear Colette Soler, thank you very much. It was really great. Yes, and I wish you all a wonderful evening. Thank you and goodbye. Thank you, everyone, to you.